il y a deux sujets qui font les manchettes depuis quelques semaines, l'abolition du PEC et la question de l'immigration au Québec, et la fermeture potentielle de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui à cet épisode de Parti pris. Bienvenue tout le monde à un épisode de Parti pris. On avait pris une pause de 2 semaines pour une bonne raison, parce qu'on avait notre école marxiste d'hiver annuelle à Montréal, organisée par le PCR, qui a été un franc succès. Je suis aujourd'hui avec Benoît Tanguay pour parler des deux sujets que j'ai mentionnés. Salut Benoît. Salut Julien. Mais avant, parlons un peu de l'école marxiste. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense, tout le monde qui a participé pouvait être d'accord que c'était un énorme succès. Hein? On a eu 750 participants cette année. Ouais, c'est une augmentation énorme comparé à l'année passée qui était 600, je pense. 600 participants, ouais. Puis, je pense un fait notable, je pense qu'on était rendu trop gros pour notre lieu habituel. L'UDM, ouais. L'UDM. Fait que là, on a dû passer dans les grandes ligues. On est rendu au Palais des Congrès. Puis, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que le mood était à la fois extrêmement enthousiaste, mais aussi très sérieux. Les gens étaient là pour apprendre. Puis pas pour apprendre simplement par curiosité intellectuelle, mais parce que les gens comprennent le sérieux de notre époque. Hein. Dans les remarques de conclusion, Joël a fait remarquer que ça s'est rendu une banalité de dire qu'on vit une époque turbulente. On regarde l'affaire Jeffrey Epstein qui ouvre les yeux de millions de gens. Puis la menace de guerre en Iran en ce moment, les menaces sur Cuba, les événements au Venezuela, c'est vraiment en train d'ouvrir les yeux. Ou même la situation aux États-Unis avec ICE, Minneapolis, tout ça. Puis c'est pas pour rien que l'école, on a commencé le vendredi soir sur une discussion à propos des événements de Minneapolis. Ça, c'était Ça a commencé en force parce que des camarades de Minneapolis même ont introduit le sujet avec leur expérience dans ce mouvement-là contre ICE. Donc, c'était effectivement, ça témoignait de la nature de l'époque, puis c'était un excellent coup d'envoi à l'école, ouais. Ouais, puis fait que les gens ont vraiment pris ont démontré un sentiment d'urgence d'apprendre, puis de s'armer des idées pour transformer le monde. Puis c'est un peu, c'est le but de l'école à chaque année, hein, ça, c'est parce que on veut transformer le monde, mais avant de te lancer à la bataille, avant de te lancer dans la guerre des classes, il faut que tu aies un plan de bataille. Puis pour développer ce plan de bataille-là, ça prend une théorie, ça prend des idées. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais. Non, effectivement. Puis c'était un gros succès. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont peut-être le faux mot, j'espère. Ouais. J'espère que vous allez vous inscrire l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, on va publier dans les prochaines semaines les présentations sur notre chaîne Défense du marxisme sur Spotify, sur la chaîne du Parti communiste révolutionnaire sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir rattraper à tout le moins les présentations. C'est pas la même chose qu'être là en personne, d'avoir toutes les discussions informelles avec les camarades de partout au Canada, de partout aux États-Unis. Ça, c'est un fait saillant aussi de l'école. Il y avait 110 camarades américains qui est de notre section américaine de l'Internationale communiste révolutionnaire. Donc, ça remplace pas d'être là en personne, mais pour ceux qui veulent rattraper, qui veulent écouter ce que nos camarades avaient à dire sur les différents sujets, il y en avait pour tous les goûts, là, la question de l'environnement, la philosophie marxiste, la révolution tranquille, les mythes sur la Confédération canadienne, l'ordre mondial d'après-guerre qui s'effondre. Bref, tout ça va être sur nos chaînes Spotify en anglais puis en français. Mais ouais, donc c'est pour ça qu'on a pris une pause, mais nous revoici pour discuter aujourd'hui comme j'ai dit, de deux sujets qui ont retenu l'attention d'à peu près tout le monde au Québec dans les dernières semaines. J'aimerais ça qu'on commence avec le PEC. Le programme de l'expérience québécoise, donc a été aboli par la CAQ cet automne. Puis ça crée des remous dans toute la société québécoise, littéralement. Donc peut-être pour commencer, c'est quoi le PEC, le programme d'expérience québécoise? C'était essentiellement une voie d'immigration rapide, en fait. Une voie vers la résidence permanente. Donc c'était pour les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires au Québec. Puis c'est ça permettait d'obtenir un certificat de sélection du Québec, qui était une voie de passage vers éventuellement avoir la résidence permanente au Québec, au Canada en fait. Puis là, l'idée, c'est de le remplacer par un programme qui s'appelle le programme de sélection des travailleurs qualifiés,
Puis une des différences, c'est que le PEC, c'est un peu premier arrivé, premier servi, versus le nouveau PSTQ permettrait davantage de sélectionner quels travailleurs ou étudiants le gouvernement veut garder. Puis c'est un programme déjà assez restrictif au sens où ça demandait de démontrer une bonne connaissance du français. Ça demandait d'avoir travaillé au moins 2 ans au Québec. Puis là, une des grosses controverses, c'est le fait que plein de travailleurs s'étaient fait recruter, s'étaient fait promettre de venir au Québec et que via le PEC, ils auraient un accès rapide à la résidence permanente. Et là, tu as ce qu'ils appellent les orphelins du PEC, qui sont ceux qui se sont fait promettre une telle chose, mais qui se trouvent dans un néant complet en ce moment. Puis ça fait que c'est ça, ces gens-là, il y en a qui ont déjà décidé de partir, quitter pour une autre province, retourner dans leur pays. Puis ça a des conséquences qui sont déjà très documentées, très immédiates. C'est-à-dire, il y avait une nouvelle, je pense que Radio-Canada avait rapporté que dans l'ensemble des établissements de santé au Québec, il y aurait 6300 travailleurs qui seraient affectés puis qui devraient potentiellement partir dans un système de santé qui est déjà à l'agonie, qui est déjà à terre, en fait. Donc, ça a des conséquences immédiates, en fait, cette abolition du PEC. Ouais, puis c'est pas pour rien. Puis ça provoque alors un énorme tollé. Hein. Puis dans à peu près tous les secteurs de la société, tant du côté des syndicats, des municipalités, du patronat. Que du patronat. Puis, mais c'est vraiment rare de voir comme une telle... Une union sacrée. Une union sacrée entre le patronat et les syndicats. Les maires, les directions d'hôpitaux, de CIUS et compagnie. Ouais, tout le monde est contre cette abolition surprise du PEC. Puis, donc, c'est quand même particulier. Il y a des lettres ouvertes qui ont été envoyées dans les médias. Ça fait un gros tollé. Puis la CAQ, comment il justifie? J'avais ici une citation de Jean-François Roberge. Il dit il y a presque 550 000 résidents temporaires non permanents sur le territoire québécois. Et toutes ces personnes-là pourraient obtenir une espèce de citoyenneté gratuite, sans condition, parce que c'était beaucoup ça, le PEC. Le PEC, d'ailleurs, n'a rien à voir avec la citoyenneté. Mais c'est essentiellement cette idée que c'était comme une porte d'entrée trop facile, ou une porte trop large, trop de monde qui peut passer dedans. Fait que puis ça s'inscrit dans ce discours de la CAQ dont ils parlent depuis des années, en fait, qui veulent réduire l'immigration. Ils sont pas arrivés, on pourra en reparler, mais ça s'inscrit dans ce discours-là. T'sais. Puis effectivement, moi je dirais que il y a quelque chose qui cloche. T'sais. Quand tu vois patron et syndicat, il y avait une lettre ouverte signée par le Conseil du patronat, les chambres de commerce, un autre truc sur l'industrie manufacturière et la CSN, la FTQ. T'sais. Comment ça que les patrons et les syndicats peuvent aussi facilement marcher main dans la main sur un enjeu comme ça? Il y a quelque chose qui cloche, puis je pense qu'on devrait en discuter. Mais il y a aussi... ça peut être difficile à débroussailler tout ça parce qu'il y a une guerre de chiffres, honnêtement, pas si intéressante que ça, puis assez mélangeante, mais bon, t'as Jean-François Roberge qui essentiellement laisse sous-entendre que tous les immigrants temporaires pourraient appliquer pour le PEC. François Legault a dit 350 000. Le PQ, eux, ils disent autour de 200 000. QS, ils disent « Oh non, c'est beaucoup trop exagéré. C'est entre 6 et 20 000 personnes. » Ils se basent sur les chiffres du passé récent. Mais je pense qu'un truc intéressant que ça révèle, c'est le fait que depuis des années, la CAQ parle de réduire l'immigration. Ils parlent d'en prendre moins, mais en prendre soin. Puis ça atteint par moments des proportions assez grotesques, là, comme par exemple quand Jean Boulet disait « 80% des immigrants ne parlent pas français, on fait l'emploi, tout ça. » C'était des sous-entendus extrêmement racistes. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de ça en ce moment. Mais bon, fait que c'est dans le discours de la CAQ depuis longtemps. Le PQ aussi. Mais maintenant, c'est tout très abstrait, ça. Ouais. Puis maintenant que ça devient concret, une tentative concrète de réduire l'immigration, immédiatement, ça a des conséquences. C'est un peu comme... tu sais, quand tu as un t-shirt puis que tu as un fil qui dépasse, puis tu le tires, puis ça tire tout ton fil, tu sais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas juste... en ce moment, on a la CAQ qui a proposé ça, mais en ce moment, ils sont déjà en train de backtrack un peu, de reculer,
c'est-à-dire les candidats de la CAQ, donc Fréchette et Drainville, qui disent « Ah, ouais, je pense... » Là, ils parlent d'une clause de droit acquis, une clause grand-père. Puis le PQ qui, dans la dernière période, a beaucoup martelé la question de l'immigration en disant on en prend moins, blablabla. Eux aussi, ils parlent d'adopter une clause grand-père. Puis là, le débat, c'est quoi l'étendue d'une clause grand-père, d'une clause de droit acquis, qui va être là, le PQ dit « Ah, mais si on... Faut pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin, ça va être... » C'est ça, il parle de « Ah, ça va donner le droit à 200 000 personnes de rester ici. » Ouais, il dit « Ça va pérenniser la crise du logement. » Tout ça. Donc oui, effectivement, en ce moment, la grosse revendication, c'est une clause grand-père. Qu'au minimum, ceux qui se sont fait promettre des choses, que les promesses soient remplies. Puis c'est une revendication qui est reprise dans les manifs. Il y a eu de nombreuses manifs contre l'abolition du PEC. Puis je pense qu'évidemment, en tant que communiste, on se porte à la défense de n'importe quel immigrant qui va être forcé de quitter sa job, qui va être forcé de partir. Non, c'est aussi des gens, ce que tout le monde soutient, c'est que c'est des gens qui font des jobs absolument essentiels aussi. Mais il y a quelque chose d'important à creuser ici, parce que oui, cette unanimité-là, elle est suspecte, dans un sens. Parce que je pense que c'est la moindre des choses, effectivement, que les syndicats, que le mouvement ouvrier se portent à la défense de n'importe quel travailleur qui est attaqué par une mesure gouvernementale qui va réduire leur niveau de vie, potentiellement les forcer de retourner dans un pays qu'ils ont quitté, souvent pas par choix d'ailleurs. Il y a souvent des Ukrainiens qui ont été amenés à la télé, qui ont été rapportés dans les médias, qui ont fui la guerre en Ukraine, puis qui se retrouvent dans le néant. Mais que les patrons défendent la clause de droit acquis, tout ça, qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que c'est important de démystifier ça parce que, en fait, je pense que ça révèle à quel point le système capitaliste, les entreprises privées, les entreprises, sont complètement accros à l'immigration. C'est comme devenu une drogue pour le système capitaliste canadien. Puis je veux pas avoir l'air d'avoir négatif, là, l'immigration, c'est mauvais, tout ça. C'est pas ça le point, c'est que on a un système qui dépend du cheap labor, notamment. Puis aussi, il y a un sous-investissement chronique. Au Canada en particulier, c'est pire, c'est au bas de l'échelle des pays de l'OCDE, un sous-investissement chronique qui est rendu encore pire par la guerre commerciale, par la crise générale, l'incertitude économique. Et ça fait que beaucoup d'entreprises ont procédé à juste utiliser le cheap labor que leur fournissait l'immigration temporaire, notamment le programme des travailleurs étrangers temporaires, de gens qui vont chercher au Guatemala, au Mexique, pour faire des jobs extrêmement difficiles. Puis qui payent des peanuts, ils prennent leur passeport, ils peuvent pas avoir d'autres jobs. Fait qu'il y a cette surutilisation du cheap labor au lieu d'investir, en fait. Ouais, puis c'est c'est rendu dans toute une série d'industries, dans l'agriculture, dans les préposés aux bénéficiaires, dans le secteur manufacturier, c'est dans toutes sortes d'industries qui sont vraiment... Tu prends tu reçois des services, toutes sortes de services. Tu vas dans un Tim Hortons ou dans un McDo, ça va être un pauvre immigrant qui est venu ici en se faisant promettre qu'il allait avoir une bonne vie puis qui se fait payer des peanuts. Parce que ils veulent pas investir, ils veulent juste, ils ont besoin pour maintenir leur profit dans une période de crise essentiellement. Le capitalisme traverse vraiment une crise profonde. Puis les capitalistes, ce que nous on appelle la crise de surproduction, c'est-à-dire que les capitalistes sont pas capables de trouver un marché pour leurs produits parce qu'ils payent pas leurs travailleurs assez cher pour racheter tout. Alors qu'ils sont constamment, il y a une espèce de course vers le bas parce qu'ils sont constamment en train d'essayer de gruger des profits en payant de moins en moins cher leurs travailleurs. Puis ça amène un déclin de tout, mais ça amène une exploitation grandissante des travailleurs. Et les immigrants sont particulièrement faciles à exploiter parce que tu vas payer un travailleur québécois au salaire minimum pour aller cueillir des fraises, se casser le dos au gros soleil, mais il ne va pas vouloir le faire. Mais un travailleur mexicain ou un travailleur haïtien, ça va être pas mal mieux que ce qu'on va lui offrir dans son pays. Oui, puis c'est lié à la crise générale du système qui affecte les services publics aussi. Les services publics sont en décrépitude depuis des décennies. Tout le monde le sait. Il y a un sous-financement chronique.
il y a eu de l'austérité dans les années 80, 90, 2000. Puis constamment cette pression austéritaire, c'est-à-dire puis il y a des arguments des fois dans la gauche, on devrait taxer les riches pour financer les services publics, mais ce qui arrive quand n'importe quel gouvernement fait ça, ben les entreprises disent ok, on va mettre notre argent ailleurs, pas de trouble, on a des paradis fiscaux, on va s'en sortir. Fait que il y a cette pression-là sur les finances publiques, puis des coupes, ce qui rend les emplois dans le secteur de la santé extrêmement difficiles. Puis il y a des milliers de gens qui le font pour plein de raisons, puis une maudite chance qu'il y a plein de gens qui prennent au sérieux le fait de contribuer quelque chose à la société. Mais restez que, par exemple, les préposés aux bénéficiaires, ça a été exposé pendant la COVID, qu'il y a plein... C'est une main-d'œuvre... Il y a beaucoup d'immigrants qui travaillent dans ces secteurs-là. C'est des jobs extrêmement mal payés. À chaque négociation publique, à chaque négociation de convention collective, ils donnent des peanuts. Fait quoi, il y a plein de ces emplois-là, difficiles, mal payés, qui sont remplis par la main-d'œuvre immigrante. Puis d'ailleurs, il y avait un rapport de la Banque du Canada qui révélait qu'un travailleur migrant non permanent moyen est payé 22,6% de moins qu'un travailleur né au Canada. Puis cet écart-là, de 22%, en 2014, c'était 9,5%. Fait que oui, l'augmentation de l'immigration, il y a un fait que ça exerce une pression à la baisse sur les salaires. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé à l'immigration, pas du tout. Mais ça, c'est une réalité qui est vraie. Fait qu'il faut discuter de quelle position on met de l'avant dans cette situation-là. Il y a une autre affaire qu'il faut mentionner, c'est aussi la crise dans les universités. Tu as parlé du déclin de l'investissement dans le système de santé, tout ça, mais aussi dans le secteur de post-secondaire. Un élément de la crise, c'est que les étudiants étrangers temporaires ont été accueillis en masse parce qu'ils ont servi à compenser le déclin des investissements dans les systèmes d'éducation, tant au Québec que dans le reste du Canada. Ils ont été traités comme une vache à lait, essentiellement. Pourquoi? Avec des frais exorbitants, ouais. C'est ça, parce que les frais de scolarité des étudiants québécois ont été pendant longtemps gelés, puis après ça, étaient indexés après la grève de 2012. Mais il n'y avait pas une telle limite sur les frais de scolarité des étudiants étrangers. Donc, ils payaient des frais exorbitants. Et donc, c'était essentiellement ça qui payait pour le maintien des universités. Jusqu'à ce que, je pense qu'il y a 1 an ou 2, ils aient coupé le nombre d'étudiants étrangers. Puis là, on est en train de voir une crise dans le système d'éducation. Oui, il y a plein d'universités qui disent qu'ils ont un trou béant dans leurs finances, ils coupent des emplois, ils fusionnent des programmes aussi. Oui. Fait que c'est un autre élément de cette exploitation des immigrants temporaires. Non, effectivement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut expliquer parce que ce qu'on voit avec le PEC, c'est comme j'ai dit tantôt, une des premières tentatives concrètes de limiter l'immigration dévoile à quel point plein de secteurs sont dépendants de la main-d'œuvre issue de l'immigration. Puis tu mentionnais tantôt, avant qu'on enregistre, c'est quoi? C'est quel secteur qui maintenant veut se faire reconnaître comme étant, c'est ça, dans la lettre prioritaire et tout? Je pense dans la lettre ouverte que tu mentionnais, je pense que c'est la lettre ouverte du Conseil du patronat des syndicats. Ouais. Ils disent... En fait, je sais plus. Mais il y a dans une lettre, le Conseil du patronat dit « Ah, nous, on veut que vous ouvriez donc le fameux PSTQ, Programme de sélection des travailleurs qualifiés. On veut que vous l'ouvriez au secteur manufacturier. Parce que le but du PSTQ, c'est de dire, à la place d'ouvrir la résidence permanente à tout le monde, on va l'ouvrir à certains secteurs. Puis ça va nous permettre de choisir les travailleurs en fonction de nos besoins économiques. Fait que là, la Chambre de commerce ou le Conseil du patronat, je me souviens plus, dit on veut que vous les ouvriez au secteur manufacturier. Puis là, le Conseil l'Association du camionnage du Québec dit « Ah, on veut que vous ouvriez le PSTQ au camionnage. » Combien d'autres secteurs vont dire « Hey, nous aussi, incluez-nous dans le truc. » Essentiellement pour dire
on veut du cheap labor, donnez-nous du cheap labor. Mm-hmm. Non, effectivement, puis ça démontre la contradiction de l'immigration sous le capitalisme. Parce qu'il y a souvent un gain politique qui est obtenu par les partis qui utilisent l'immigration comme un bouc émissaire pour tous les problèmes. Puis c'est pas nouveau, on voit ça dans tous les pays. Fait que c'est utilisé à des fins politiques. Mais les besoins économiques du système capitaliste sont d'avoir une main-d'œuvre bon marché, un bassin de cheap labor, une pression à la baisse sur les salaires. Et le Canada, c'est particulièrement marqué, en fait, parce que le Canada est un des pays occidentaux, sinon le pays qui a le plus d'immigration per capita. Puis, mais c'est aussi, il faut dire, ça correspond au fait que le Canada est un pays de l'OCDE dans lequel les investissements productifs ont été les plus bas dans les 10-20 dernières années. Puis il y a la question de la poule ou l'œuf, qui cause quoi? Mais ce qui cause, c'est la crise du système capitaliste. Il n'y a pas d'investissement productif à faire. Il n'y a pas de confiance qu'on va trouver des débouchés pour nos produits à cause de la crise de surproduction que tu as mentionnée. Et donc, au lieu d'investir, on va chercher du cheap labor. Mais plus on est accro au cheap labor, moins on investit. Donc, il y a un cercle vicieux qui est spécifique au capitalisme au Québec et au Canada en particulier. Puis, il y a un autre élément qu'il faut mentionner, c'est que tout ça, en même temps, ça s'inscrit dans le cadre d'une crise migratoire mondiale. Puis, si j'ai la liste des pays d'origine des immigrants au Québec en 2020 et 2024. Bon, le premier, c'est la France. Le deuxième, c'est pas surprenant à l'apprendre. Le deuxième, c'est la Chine. Mais après ça, tu as une série de pays comme le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, Haïti, Côte d'Ivoire, Inde, Iran, Brésil, Colombie. On a les États-Unis. Pourquoi les gens partent? Le Liban, la République du Congo. Pourquoi les gens partent de ces pays-là? Est-ce que... Puis souvent, il y a la question, c'est-tu réfugiés versus immigrants économiques? Il n'y a pas 21 000 personnes qui ont quitté le Cameroun entre 2020 et 2024 parce qu'ils se sont dit, le Québec, c'est donc bien nice. J'ai le goût d'aller vivre là, d'abandonner ma famille. Mais... Tout va bien ici. J'ai le goût d'abandonner ma famille pour aller vivre dans un autre pays. Je suis un expatrié camerounais. Non, c'est pour des pressions économiques parce que les opportunités, à la fois les opportunités économiques, la sécurité ambiante, les possibilités de bâtir une vie décente, l'environnement, la qualité de vie est en déclin partout. Puis ça affecte particulièrement les pays d'Afrique, les pays asiatiques. Il faut dire c'est à qui la faute aussi. C'est ça. C'est la faute de l'impérialisme américain, canadien, de l'impérialisme occidental qui pille, qui exploite la plupart des pays que tu as nommés. Qui se font la guerre. On prend l'Iran, qui a eu 6 000 migrants de l'Iran vers le Canada, vers le Québec, pardon, en 2020 et 2024. Mais pourquoi? C'est en raison de sanctions économiques qui ont détruit l'économie du pays, qui forcent les pays, les gens à quitter le pays en masse. Puis ça, des sanctions économiques dont le Canada est complice, en tant qu'allié des États-Unis. Ou même chose si on prend Haïti, qui traverse une crise incroyablement grave. C'est horrible. Quand on dit socialisme ou barbarie, c'est la barbarie à Haïti en ce moment. Puis, quelle en est la cause? Ça date de plus d'un, en fait. On pourrait revenir à l'esclavage, en fait, par les Français. Et une date plus importante, c'est le coup d'État de 2004. Mais c'est ça, si on revient plus récemment que ça, la complicité du Canada dans un coup d'État contre un gouvernement non seulement démocratiquement élu, le gouvernement d'Aristide qui essayait de donner une qualité de vie aux gens en augmentant le salaire minimum, en protégeant les petits agriculteurs. Il avait même il parlait de demander des réparations à la France pour l'esclavage. Puis dans ce contexte-là, les manufacturiers, particulièrement dans le textile, dont la compagnie Gildan, qui est québécoise notamment, qui ont dit « Hey, wow, là, ça commence à être trop », puis ils ont organisé un coup d'État avec donc la participation des forces canadiennes.
Et depuis ce temps-là, ben, le pays est allé de pire en pire, s'enfonçant dans la crise, sous une exploitation brutale par les entreprises québécoises. Donc, c'est pas pour rien. Les gens quittent pas Haïti parce qu'ils aiment le Québec en particulier, c'est parce qu'ils sont forcés par les politiques de nos gouvernements. Oui, absolument. Et moi, je ferais une petite prédiction. Je dirais que, par exemple, le PQ, il parle de réduire l'immigration temporaire de 600 000 à 300 000. Je pense qu'on va avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que à chaque tentative concrète de réduire l'immigration, il va y avoir une levée de bouclier des syndicats, du patronat. Puis ça va être extrêmement difficile. Puis ça s'est vu sous le gouvernement de la CAQ. C'est-à-dire la CAQ, depuis 2018, parle de réduire l'immigration. Dans les faits, ils ont été incapables de le faire. Puis à chaque pas, il y a notamment le conseil du patronat qui dit non, vous pouvez pas faire ça. Allez pas trop loin avec votre réduction du nombre de résidents permanents et tout. Fait qu'il y a cette pression-là économique du système. Mais donc, je pense que c'est important de dire aussi où est-ce qu'on situe, c'est quoi la position des communistes sur l'immigration, ça devrait être quoi la position du mouvement ouvrier. Je pense que c'est une évidence qu'on va se porter à la défense de n'importe quel immigrant qui est une victime de l'abolition du PEC. Puis la clause de droit acquis, sure, si on veut que ces gens-là restent ici, maintiennent leur emploi et tout. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça, en fait, dans notre analyse puis notre compréhension du problème. Parce que le sort des immigrants en général au Québec et au Canada est pas... C'est pas la joie, là. C'est-à-dire que, je l'ai mentionné tantôt, les salaires plus bas, l'insécurité, la précarisation. Donc, il faut voir plus loin que juste le PEC ou pas le PEC, en fait. Puis il y a le danger à juste parler du PEC, puis dire « Ah oui, non, je pense que c'est Sol Zanetti qui dit « Vive le PEC! » Puis Sol Zanetti, dans un de ses discours, il dit « Quand les syndicats et le patronat sont du même côté, ça veut dire qu'on a un consensus, qu'on est du bon côté de l'histoire. » Je pense pas qu'on devrait tomber dans ce discours-là, en fait. Mais ce qu'on devrait faire ici, c'est faire ressortir, avoir une approche de classe, en fait, qui met le blâme sur le système capitaliste pour avoir créé cet enjeu-là de l'immigration, en fait. Parce que souvent aussi, le discours, par exemple, du Parti québécois, il s'appuie sur une étude de la Banque du Canada qui parle du piège démographique. C'est une étude de 2024 qui explique que l'économie grandit pas assez vite par rapport à la croissance de la population. Et donc, le résultat, c'est par exemple que ça exerce une pression sur la crise du logement, sur les services et tout ça. Mais le fond de cette idée-là est extrêmement problématique. C'est dangereusement proche des idées du 19e siècle, les idées de Malthus, qui étaient que la population grandit plus vite que notre capacité à satisfaire les besoins humains. Puis ça, c'est complètement faux. Puis toute l'histoire humaine montre ça, en fait. Il y a eu une augmentation énorme de la population. Puis la productivité, la capacité de développer les technologies, tout ça, l'industrie a aussi augmenté massivement. Puis d'ailleurs, la période actuelle, c'est pas la plus grosse augmentation de l'immigration de l'histoire du Canada. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une énorme augmentation de l'immigration. Puis on ne parle pas de crise épouvantable du logement, de crise des services publics et tout ça, parce que les capitalistes investissaient, l'économie grandissait pour... comment je dirais, équilibrer avec cette augmentation de la population-là. Donc le problème en ce moment, c'est pas l'augmentation de l'immigration, c'est le système capitaliste qui est incapable de développer les forces de production, les services publics et tout ça. Donc le problème, c'est le système. Puis il y a plein d'exemples qui montrent ça. Oui, si on prend la question du logement, par exemple. C'est la plus intéressante, selon moi. Parce que oui, c'est ça. Je pense que ça dit, Jean Boulet, il disait 80% de la crise du logement est causée non, par... c'est Legault, il disait 100% de la crise du logement est causée par l'immigration. Après l'avoir nié pendant 5 ans. C'est ça. Mais ce qui est complètement faux, je veux dire, on parlait déjà d'une crise du logement. Parce que l'augmentation, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation importante de l'immigration depuis environ 2020. Mais la crise du logement, je veux dire, ça date de bien avant. On parlait déjà d'une bulle immobilière incroyable avant 2020. En fait, la population du Canada, si on prend le Canada en entier, a augmenté de 30% entre 2004 et 2024. Mais dans la même période, je pense que le prix des logements a triplé ou quelque chose comme ça. Alors, ça n'a pas vraiment rapport. Là, 30% est triplé. Puis, si on regardait déjà la crise du logement augmenter massivement à Vancouver et Toronto dès le début des années 2000. Ouais, puis ce qui est un autre indicateur de ce problème-là qui
qui est lié au système capitaliste, à l'investissement privé, au manque d'investissement, c'est la construction de maisons. Parce que les stats sont hallucinantes. C'est-à-dire, je les ai cités dans le podcast qu'on avait fait sur l'immigration cet automne, mais je vais le faire encore parce que le nombre de nouvelles maisons construites dans les années 70 était systématiquement plus élevé que la croissance de la population. Par exemple, entre 72 et 76, 58 nouveaux chantiers. 58 000, pardon, et 51 000, la croissance de la population était de 51 000, donc plus élevé. Donc 58 000 dans la première moitié des années 70. 2022-2024, 48 000 nouveaux chantiers, nouvelles mises en chantier, pardon. Puis 165 000 personnes de plus. Donc évidemment, c'est complètement débalancé, mais comment ça se fait qu'avec la technologie d'aujourd'hui, avec une plus grosse population, plus de travailleurs de la construction, on construit moins de maisons que dans les années 70. Ça, en soi, révèle la crise du système capitaliste, incapable de poursuivre le développement. Puis à ça se rajoute la spéculation immobilière, le fait que des logements sont gardés vides à des fins de spéculation, la fin du programme des logements sociaux fédéral dans les années 90. Donc, quand le PQ et d'autres blâment l'immigration, la cause principale de la crise du logement, faites-moi rire. Là. C'est le système lui-même, l'investissement privé, l'absence d'investissement privé. Puis la solution, elle existe, c'est-à-dire un programme massif de logements sociaux. Puis je pense un autre point qu'on peut faire, c'est que quand on parle de crise du logement, c'est pas exactement... C'est une crise du logement abordable, surtout. C'est largement ça qui est en manque. Il y en a des logements vides, mais ils sont pas achetables. Ou ils sont pas... ils sont à des loyers pas abordables. Puis pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que la classe ou en tout cas les capitalistes veulent pas bâtir plein de logements? Parce qu'une énorme partie de l'économie repose sur le fait que les logements ont un prix énorme. Il y a une énorme partie de la population dont les économies prennent la forme de leur maison et seraient ruinés si le prix de leur maison diminuait massivement. Donc, toute la classe dirigeante canadienne est prise dans une mauvaise... sur une espèce de volcan ils sont assis sur une bulle immobilière. Puis si elle éclatait, ça les ruinerait. Ça me rappelle que tu avais écrit un article là-dessus il y a 2 ans. On le mettra dans les notes. Ça s'appelait comment? Pourquoi la classe dirigeante ne peut régler la crise du logement? Quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, tu l'avais écrit avant qu'on parle de l'immigration massive et tout ça. En fait, déjà à l'époque, c'était en réponse en partie au fait que je pense que Legault avait dit que l'immigration était responsable de la crise. Mais tout ça pour dire que blâmer les immigrants pour la crise du logement, alors que la classe dirigeante elle-même veut pas régler la crise du logement. Elle est très consciente, mais elle aurait le problème que si elle se mettait à bâtir énormément de logements pour satisfaire la demande, le résultat, ça serait de réduire le coût des logements. Puis elle veut pas réduire le coût des logements parce qu'elle possède plein de logements qu'elle peut louer à un prix élevé, puis elle veut pas le faire. Puis ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde à gauche qui font cette critique-là qu'on vient de faire. Faut pas blâmer la crise du logement sur l'immigration. Puis ils vont utiliser certains des trucs qu'on vient de dire pour souligner ça. Mais je pense que cette critique-là va pas assez loin parce que c'est pas suffisant de juste dire c'est pas l'immigration qui cause la crise du logement. Il faut nommer les coupables, puis nommer le système, en fait, qui est au cœur du problème, en fait. Parce que sinon, on est laissé avec dire « Non, le PQ, la CAQ, vous avez tort de tout blâmer sur l'immigration. » Mais ça offre pas de solution concrète, en fait. Puis jusqu'à un certain point, il y a une partie de la gauche qui accepte certaines des prémices erronées du débat. Même QS, avec Guillaume Clich-Rivard, qui est leur porte-parole en matière d'immigration, il parle de l'idée « Ah oui, il y a eu trop d'immigration temporaire, c'est un problème. » Et donc, ils acceptent un peu cette prémisse-là. Puis même dans une entrevue récente où il était en débat avec Alex Boissonneau du PQ, bref, le PQ accuse QS de vouloir régulariser tous les sans-papiers. Mais Guillaume Clich-Rivard a répondu « Ah non, c'est pas vrai qu'on veut régulariser les sans-papiers, les demandeurs d'asile. » Mais ça, c'est s'éloigner d'une position assez élémentaire du mouvement ouvrier de la gauche, qui est que les personnes qui vivent ici devraient avoir les mêmes droits, avoir le droit d'intégrer les syndicats, d'avoir les mêmes salaires,
que les travailleurs nés au Québec. C'est une position élémentaire de solidarité de classe, en fait. De dire que si tu es au Québec, si tu travailles ici, ben, tu devrais ultimement avoir les mêmes droits. Puis faut dire aussi, si on élargit un petit peu la question, c'est pas pour rien que les différentes catégories de travailleurs ont différents droits. Puis tantôt, tu as parlé de la contradiction entre le fait que d'un côté, le patronat veut plus d'immigration, veut des immigrants en masse, puis de l'autre côté, t'as des partis de droite, des partis du patronat qui ont un discours anti-immigration. Mais en fait, la contradiction, elle est juste en apparence. Mais si on voit c'est quoi le contenu de ça, par exemple, pourquoi il y a des attaques sur les droits des immigrants pendant que la classe dirigeante est absolument dépendante du droit de la main-d'œuvre immigrante, c'est que c'est pas utile pour la classe dirigeante d'avoir de l'immigration qui a les mêmes droits que des immigrants qui ont les mêmes droits que les travailleurs. Elle veut avoir des immigrants, mais elle veut que ces immigrants-là aient pas de droits pour pouvoir les exploiter plus facilement. Elle veut diviser la population sur des lignes migrants, non-migrants. Elle veut avoir une population immigrante qui a peur, qui se sent inconfortable, qui va pas se syndiquer. Qui va pas se syndiquer, qui va pas revendiquer ses droits, qui va pas aller devant les tribunaux ou devant les organismes d'adjudication des droits des travailleurs. Et donc, c'est à ça que ça sert. Par exemple, on a commencé avec le podcast en parlant de Minneapolis. C'est à ça que ça sert notamment le ICE. C'est à casser l'immigration pour faire peur aux immigrants, puis les rendre plus facilement exploitables. Puis on a un petit peu un élément de ça ici, qu'on ne veut pas donner pleinement les mêmes droits aux travailleurs migrants qu'aux travailleurs nés ici. Mais nous, c'est ça qu'on dit. On dit, pour nous, il n'y a pas de différence au sein de la classe. On n'établit pas de différence au sein de la classe ouvrière entre les travailleurs migrants et non immigrants, parce que ce genre de différence-là, c'est quoi l'effet? C'est d'affaiblir la classe ouvrière en général, parce que d'avoir des migrants qui ont pas de droits, ça fait une pression à la baisse sur les salaires du reste de la classe ouvrière. Puis, donc, il faut se battre pour les droits de ces immigrants-là, pour qu'ils soient les mêmes que le reste de la classe ouvrière. Il faut se battre pour syndiquer ces travailleurs-là. Puis ça créerait une pression à la hausse sur les salaires de tous les travailleurs. Oui, absolument. C'est une des positions fondamentales du mouvement communiste, puis qui devrait être la position du mouvement ouvrier en général. Puis ça permettrait, c'est ça, d'exposer tous ces partis-là qui, d'une manière ou d'une autre, blâment l'immigration pour les problèmes de crise du logement, de déclin du français, tout ça, de déclin des services publics, puis permettrait de cimenter l'unité de la classe ouvrière dans une lutte contre ce système-là. Puis je pense, un autre point, ça me rappelle, on a eu un intéressant commentaire, un élément de feedback sur le podcast, quelqu'un qui disait, qui trouvait ça super bon, mais qui veut qu'on explique plus c'est quoi nos solutions, c'est quoi nos propositions. Fait que je pense qu'on devrait intégrer ça au podcast comme on est en train de faire maintenant. Mais peut-être un autre truc que je dirais, c'est que les partis comme le PQ et la CAQ ont réussi jusqu'à un certain point à capitaliser sur l'anxiété de la population, c'est-à-dire sur la crise du logement. C'est épouvantable. Puis en surface, crise du logement, crise des services publics, taux de chômage chez les jeunes et dans le tapis aussi. C'est extrêmement difficile pour une grosse couche de jeunes de se trouver même un emploi qui auparavant était facile, en restauration et tout ça, facile à trouver, c'est-à-dire. Il y a cette anxiété devant la crise du système. Puis là, tu vois les stats qui disent qu'il y a 600 000 immigrants temporaires au Québec. C'est facile de faire 1 plus 1, tu sais, puis de dire l'un est relié à l'autre. Donc, ils ont réussi à faire ce lien-là. Puis la façon de briser ce lien-là, c'est de dire, ben, on a les ressources, on a le savoir-faire, on a la main-d'œuvre pour construire des milliers de logements, pour rebâtir les services publics. C'est pas la richesse qui manque. Le Québec, le Canada sont un des endroits les plus riches au monde. Il y a les moyens d'y arriver. Pourquoi on vit dans un système en décrépitude? C'est parce que ceux au pouvoir s'en mettent plein les poches au lieu d'investir dans l'économie réelle, d'investir dans les services publics. Donc, ça prend des revendications qui visent à
à renverser ce système-là, c'est-à-dire nationaliser les grands leviers de l'économie, utiliser ces grands leviers-là, utiliser toute la main-d'œuvre, les entreprises de construction, avoir un plan rationnel de construction de logements abordables, puis de commencer à régler ces problèmes-là. Et la même chose va pour la question de la langue française est très large. Mais avant que tu passes à ça, mais juste pour... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire notamment, par exemple, il y a plein de logements vides. Pourquoi ils sont vides? Pourquoi ils sont vides? Pourquoi est-ce que... Ça sert à qui? Alors, Québec solidaire, par exemple, devrait dire on devrait exproprier ces logements-là, puis loger les gens, les utiliser. Ça sert à quoi un logement vide? C'est ça. Sérieusement, dans notre société. Ça sert à rien. En faire des logements sociaux, tu sais. Mais comme mais c'est difficile d'appeler à ça quand tu respectes les limites de la propriété privée. Et donc, comme Québec solidaire veut pas dépasser les limites de la propriété privée, accepte les limites du capitalisme, ben ils en restent à... Ils peuvent pas adopter de telles solutions et donc ils sont forcés d'en venir à des compromis comme dire oui, OK, ben un élément on devrait peut-être avoir un peu moins d'immigrants temporaires, mais si tu dis ce que dit le PQ, c'est raciste parce qu'ils veulent... C'est pas inclusif. Parce qu'ils veulent en réduire trop l'immigration. Mais nous, on veut réduire pas, mais pas autant. Là, on en vient à des positions un petit peu absurdes. Là. Puis juste un autre point que je voulais faire, c'est sur la question de comment les droits des travailleurs sont limités, puis des immigrants sont limités, puis ils sont utilisés par les patrons. Mais un élément de cette réforme du PEQ, du PEC versus le nouveau PSTQ, c'est que justement, un des éléments, le but de la réforme, c'est notamment de mettre plus de pouvoir dans les mains du patronat pour gérer l'immigration, tu sais. Ce que le patronat n'aime pas, c'est la réduction du nombre d'immigrants, mais si ça se peut qu'on voit un compromis où est-ce que le patronat ait plus son mot à dire dans les industries dans lesquelles les travailleurs, les immigrants vont aller. Puis là, ils vont accepter ça, tu sais. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que c'était un peu un espèce de free-for-all pour les travailleurs, que pour les immigrants, puis leurs droits étaient un petit peu plus protégés dans le cadre du PEQ, tu sais. Oui, non, absolument. Donc, ça prend, pour régler cette contradiction-là, puis couper court à tous les discours des grands partis sur l'immigration, et aussi exposer le patronat, qui se présente faussement comme un allié des travailleurs sur le cas de l'immigration. Ben c'est ce qu'on a décrit, la nationalisation des grands leviers, un programme de logements sociaux, exproprier les logements vides, puis ça va commencer à régler ces problèmes-là, en fait. La même chose des services publics, de nationaliser les banques, les grandes entreprises et utiliser leur richesse qu'ils ont fait sur notre dos pour réinvestir massivement dans les services publics. Puis juste un dernier point sur la question du français, qui est une question large, puis c'est sûr que le désir de travailler en français est plus que légitime, c'est la moindre des choses. Puis c'est cette peur-là de perdre le français et tout ça, c'est quelque chose qui existe pour des raisons historiques, l'oppression nationale et tout ça. Puis PSPP fait grand cas du fait que il y a une étude du commissaire à la langue française qui dit que ça coûterait 11 milliards franciser les immigrants. T'sais. Mais ça aussi, on l'a mentionné dans un de nos articles. Le chiffre de 11 milliards, c'est entre 10 et 12, le chiffre qui est dans l'étude. Mais il y a 80% de ça qui est ce qu'ils appellent les coûts de renoncement, c'est-à-dire de couvrir les salaires de quelqu'un pendant qu'il fait des cours de français au lieu de travailler. T'sais. Mais tout ça, ça pourrait être payé par les grandes entreprises, par le fait de prendre cette richesse collective-là qui existe. Puis oui, on pourrait totalement avoir des travailleurs qui, sur les heures de travail, apprennent le français pour ou n'importe quelle langue qui est nécessaire à l'emploi qu'ils ont décidé d'exercer. Donc la richesse, elle existe pour donner à tout le monde la formation, les compétences nécessaires pour accomplir quoi que ce soit, en fait. Mais les limites sont celles établies par le système capitaliste, parce que PSPP, il dit « on n'a pas ce 11 milliards-là ». Sous le capitalisme, il a raison. Et c'est pour ça qu'il faut changer de système. Puis même encore là, sous le capitalisme, il donne... Pendant ce temps-là, il donne 1 milliard de dollars à... C'était combien? 1 ou 2 milliards de dollars à Nordvolt. C'était 270 millions, mais ils ont flushé 1 milliard dans sa clique et tout ça. C'est ça. Il y a plein d'exemples de gaspillage. Ils ont en tout cas, l'équipe de hockey à Québec. Les Kings de Los Angeles. Je sais que t'es pas un fan suis pas le hockey autant que moi, mais bon.
Mais bref, oui, je pense qu'on peut finir le segment sur le PEC ici. On va mettre dans la description du podcast certains articles qu'on a écrits sur la question de l'immigration. Et je pense que ça peut se résumer sur la nécessité d'une approche de classe, en fait. Une claire approche de classe. Pas juste défendre les travailleurs immigrants, mais proposer, c'est-à-dire de manière élémentaire, basique, non au recul du PEC et tout ça. Non, mais d'aller plus loin, de pointer que toutes les contradictions qu'on voit sur l'immigration sont liées au système capitaliste, puis d'offrir une solution de rechange. C'est ça qui, dans le mouvement ouvrier, a cruellement besoin aujourd'hui. Deuxième sujet, la fonderie Horn, qui est aussi un gros sujet. Donc, il y a à peu près 2 semaines, Glencore, qui est la compagnie qui possède la fonderie à Rouyn-Noranda, qui est la seule fonderie de cuivre au Québec, peut-être même au Canada. Oui, voilà. Une fonderie, donc à Rouyn-Noranda, qui existe depuis 1927, depuis presque 100 ans. Il y a un enjeu énorme autour de la fonderie, qui est l'émission d'arsenic, en fait, dans l'air, la pollution causée par la fonderie. Il y avait une étude en 2022 qui avait dévoilé que à Rouyn-Noranda, il y a plus de cancer du poumon que dans le reste du Québec. Mais on avait même appris que la santé publique le savait, mais avait essentiellement caché ces faits-là. Puis il y a une norme d'émissions d'arsenic dans l'air, les normes québécoises depuis environ 15 ans sont de 3 nanogrammes par mètre cube, qui sont aussi les normes internationales. Mais la fonderie a eu la permission de largement dépasser cette limite-là depuis des décennies, en fait. La dernière exemption, par exemple, qui avait été maintenue, c'était depuis 2017. Elle devait réduire ses émissions à 100 nanogrammes par mètre cube d'ici 2021, ce qui est 33 fois la norme. C'est assez incroyable. Donc, c'est tout un scandale qui était sorti en 2022. Suite au dévoilement de ce scandale-là, il y a eu différentes ententes avec Glencore pour réduire progressivement à nouveau l'émission d'arsenic dans l'air. Puis il y a eu une entente qui avait été établie en 2023, qu'il devait avoir une réduction progressive des émissions d'arsenic avec une nouvelle autorisation ministérielle. Et là, on a Glencore qui arrive et ils étaient censés investir 300 millions pour réduire la pollution. Non, en fait, 1 milliard. Avec un investissement immédiat de 300 millions. Puis là, ils disent « Oh non, on n'a pas les garanties pour aller de l'avant avec nos investissements. Et donc, on va potentiellement fermer en 2027. » Qu'est-ce que tu en penses? On en pense beaucoup de choses, mais... Moi, ça me faisait penser à quand les syndicats vont en grève. On dit... prise d'otage! Puis là, une multinationale milliardaire avec je pense, des profits annuels de 20 milliards de dollars, dont une industrie dont toute la ville de Rouyn-Noranda dépend. Et c'est je pense, 600 emplois directs, des gros salaires. Puis presque 2000 emplois indirects. Directs et indirects inclus. Ouais, c'est ça. Puis là, ils disent, si vous ne nous donnez pas... Puis là, ce qu'ils sont en train de dire, soit on ferme, soit vous augmentez, vous diminuez les normes. Diminuer les attentes. Ouais. Donc, vous nous laissez polluer ou vous nous donnez 300 millions. Fait qu'ils demandent 150 millions au fédéral, 150 millions ça c'est important. Au provincial. Il n'y a pas grand média qui ont parlé de ça, en fait, ce que tu viens de dire. Fait que c'est important de le souligner à grands traits. Qu'il y a une source qui dit que le 300 millions, il voulait payer par le fédéral et le provincial, en fait. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 10 jours, Legault a dit OK, on va vous le permettre. On va vous permettre de polluer plus. On va abaisser la norme, essentiellement, pendant une période de 7 ans, 7-8 ans. Mais depuis, Glencore n'a pas répondu. Fait qu'ils n'ont pas confirmé s'ils allaient de l'avant avec l'investissement. Parce que je pense que ce qu'ils attendaient, c'est que le gouvernement n'accepte pas. Puis ils donnent parce qu'ils sont habitués à ce que Legault étende des chèques. Puis aussi, il faut dire que c'est une menace importante. Parce que si on replace le contexte... Julien a dit, c'est la seule raffinerie... la seule fonderie. Fonderie, pardon, de cuivre au Canada. Puis on est dans un contexte où est-ce que
le cuivre, c'est ce qu'ils appellent un minéral stratégique qui est extrêmement important. Hein. Faire des microprocesseurs, du câblage électrique. C'est utilisé dans les batteries électriques, dans les batteries de véhicules électriques. C'est utilisé dans toutes sortes d'équipements spécialisés, dans le médical, parce que c'est un antifongique. Donc, il y a toutes sortes d'industries qui sont dépendantes du cuivre. L'importance du cuivre, puis le prix du cuivre a augmenté dans les dernières... dans la dernière période. Et ils savent que le fédéral ne laissera pas la seule usine de cuivre au Canada fermée. T'sais. Alors là, ils jouent cette carte-là pour essayer d'aller chercher du fric public. Puis c'est pas leur première fois. D'ailleurs, cet automne, en Australie, c'est la même chose pour une fonderie c'est quoi copper en anglais, en français? C'est du cuivre. Ah, c'est la même chose, ok. Ouais, une fonderie de cuivre. On va couper ça au montage, hein? Bon. En Australie. Non, c'est ça. Donc oui, ils ont fait la même chose en Australie. Ils ont eu un sauvetage de 600 millions de dollars australiens pour aider la fonderie de cuivre là-bas. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit la même chose qu'ils reçoivent ici, ou du moins que ce soit ça qu'ils exigent. Puis c'est assez incroyable. Le truc prise d'otage, parlons-en, parce que tous les médias s'étaient acharnés sur les travailleurs de la STM cet automne. Prise d'otage, les pauvres Montréalais qui vont souffrir à cause de votre grève, des employés bien payés, tout ça. Est-ce qu'il y a un seul politicien québécois, PSPP, François Legault, Marc Tanguay, est-ce qu'ils ont parlé de prise d'otage? Non. Non, évidemment, c'est pas la même chose. Il faut trouver une solution, s'asseoir à la table de négociation avec Glencore. Ah oui? Pourquoi ils n'ont pas dit ça au boss de la STM? Ouais. Vous devez vous asseoir avec vos travailleurs qui travaillent fort. Non. On voit le préjugé de classe, en fait. Ouais. Le parti pris, pour le dire, de ces gens-là pour les boss, en fait. Ouais. Puis, non, l'hypocrisie, elle est criante. Là. Puis juste pour dire, là, quand Glencore, je pense que c'est le 3 février que Glencore a fait cette menace-là, le 5, Legault a dit « OK, on va vous donner une extension de votre période où est-ce que vous pouvez polluer plus. » Ouais, ce que j'en comprends, c'est ça. Ils allongent la période de comment ils appellent ça, d'autorisation ministérielle. Puis Glencore veut aussi la certitude qu'ils n'auront pas à baisser en dessous de 15 nanogrammes par mètre cube avant 2033, si j'ai bien compris. Mais dans tous les faits, les détails sont pas absolument fondamentaux, au sens où c'est Glencore qui veut plus de temps pour qui veut pas avoir à investir pour moins polluer. Puis ça montre la cupidité des capitalistes aussi. Tu disais Glencore, c'est des revenus annuels de 231 milliards de dollars, des profits de 20 milliards. C'est une entreprise qui a 150 000 employés partout dans le monde, puis qui est reconnue pour détruire la planète, en se foutant complètement de ses employés, des communautés. Puis là, on serait supposé s'agenouiller devant une multinationale, puis leur dérouler le tapis rouge. Puis, je pense, j'ai juste un point à faire. À quel point c'est dégueulasse, là. C'est une entreprise qui dit « On veut pas dépenser de l'argent pour sauver les vies de nos employés puis de la population qui accueille notre entreprise. » On est prêt à laisser la vie de ces gens-là finir plus tôt pour qu'on fasse plus d'argent. Puis ça, c'est ce que Engels appelait du meurtre social. Si tu me permets, j'ai une citation dans la condition de la classe ouvrière en Angleterre. Engels écrit « Lorsqu'un individu cause à autrui un préjudice tel qu'il entraîne la mort, nous appelons ça un homicide. Si l'auteur sait à l'avance que son geste entraînera la mort, nous appelons son acte un meurtre. Mais lorsque la société met des centaines de prolétaires dans une situation telle qu'ils sont nécessairement exposés à une mort prématurée et anormale, à une mort aussi violente que la mort par l'épée ou par balle, lorsqu'elle ôte à des milliers d'êtres les moyens d'existence indispensables, leur imposant d'autres conditions de vie, telles qu'il leur est impossible de subsister, puisqu'elle les contraint par le bras puissant de la loi à demeurer dans cette situation jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui en est la conséquence inévitable, lorsqu'elle ne sait que trop que ces milliers d'êtres seront victimes de ces conditions d'existence et que cependant elle les laisse subsister, alors c'est bien un meurtre.
Je pense que ça décrit parfaitement le cas de Glencore ici. Absolument. Puis c'est ce qu'ils font partout sur la planète. Mais maintenant, c'est sûr qu'il y a un enjeu important ici qui est, du point de vue de la classe ouvrière, la sauvegarde des emplois. Puis il y a cette dichotomie qui est présentée. Est-ce qu'on sauve les emplois ou on sauve l'environnement? Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit en me demandant mon opinion sur ce qui se passait à Rouyn-Noranda, puis il dit mon réflexe ce serait de mettre la clé dans la porte parce que c'est tellement une industrie polluante, mais en même temps c'est cruel de faire ça aux familles qui dépendent de ces jobs-là. Puis c'est vrai qu'il y a un peu une contradiction ici, puis à regarder la réaction du syndicat local, de la CSN et tout ça, il semble avoir cette sympathie à l'idée de faire des concessions à Glencore, puis même à ce que le gouvernement mette de l'argent sur la table pour inciter Glencore à rester, puis à faire les investissements qui s'imposent. Puis il y a même, je voyais des travailleurs cités dans radiocanada.ca ou un autre site qui disaient c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'effort pour moderniser la fonderie. Puis un travailleur qui le prenait quasiment personnel, l'idée qu'il faudrait fermer. Puis non, c'est vrai qu'il y a eu certains investissements pour réduire les émissions d'arsenic. Mais donc il y a une certaine sympathie, je pense, à l'idée d'argent public pour aider Glencore. Mais je pense qu'il faut regarder l'historique des subventions aux grandes entreprises, en général. Parce que c'est pas nouveau, en fait. Puis c'est même, je dirais, un trait assez fondamental du capitalisme aujourd'hui, surtout en Occident, en fait. Tu sais, on dit souvent, le capitalisme, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques, qui mettent leur argent, puis c'est pas sûr qu'ils vont avoir un retour. Mais ce qu'on voit, c'est de moins en moins ça, en fait. Au contraire, c'est les entreprises qui mettent des pressions sur les gouvernements pour dire, si vous voulez une usine, aidez-nous à mettre de l'argent. Puis là, on va pouvoir jaser. C'est quelque chose qu'on a vu notamment en Ontario avec l'industrie automobile qui s'en est fait mettre plein les poches par le gouvernement fédéral. Je pense que le gouvernement ontarien aussi. Stellantis, notamment, avait reçu des centaines de millions de dollars. Et qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils mettent la clé dans la porte pareil. Stellantis veut s'en aller aux États-Unis après avoir reçu des centaines de millions des gouvernements. Parce que le point fondamental ici, c'est on ne peut pas contrôler ce qu'on ne possède pas. En fait. Puis de mettre de l'argent public dans des projets privés, il n'y a aucune garantie que ça va amener des jobs ou que les jobs existantes vont rester. Parce que ces entreprises-là, c'est leur argent, c'est leurs entreprises. Ils peuvent décider de délocaliser. Donc, même une subvention à Glencore, disons le gouvernement paye 300 millions, il n'y a aucune garantie qu'ils ne vont pas fermer dans 10, 15 ou 20 ans pareil, en fait. Oui, parce qu'en plus, ils disent mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de la stabilité. C'est vrai, les capitalistes, c'est toujours ça. Ils disent on veut de la stabilité. Si on est pour étendre 300 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, il faut qu'au moins sur 7 ans, on sache que vous n'allez pas nous imposer une norme encore plus élevée soudainement. Puis là, on ne va pas pouvoir c'est logique du point de vue capitaliste. En fait. Mais l'autre aspect de ça qu'ils ne disent pas, c'est qu'est-ce qui arrive si les prix du cuivre s'effondrent pour une quelconque raison. Puis là, ils vont dire on n'a pas de profit à faire rouler l'usine, on met à pied les travailleurs. Est-ce que le gouvernement Legault va demander la même garantie? Je pense pas. Parce que le gouvernement Legault contrôle pas l'industrie, je pense que je te passe la balle. mais dans tous les cas, je pense que la leçon ici, c'est que les subventions publiques aux entreprises privées, il n'y a aucune garantie que ça va marcher. Le point, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Mais après ça, les gens peuvent dire, OK, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est une très bonne question. Puis ce message-là de mon ami qui m'avait écrit, il disait, je comprends que la nationalisation, c'est peut-être une option, mais on peut-tu faire confiance à ce gouvernement-là? Parce que pour beaucoup de gens, la nationalisation, ça veut dire la gang à Legault, puis cette gang d'incompétents-là va contrôler la fonderie. Oui, non, effectivement, fair enough. Fait que c'est pour ça, je pense que, effectivement, tant qu'à donner 300 millions de dollars d'argent public à Glencore, pourquoi pas exproprier la fonderie, puis en faire une propriété publique. C'est une conclusion logique de la situation. Arrêtons de dépendre d'une multinationale qui s'en sac comme dans l'an 40 des travailleurs, de la pollution et tout ça. Non, nationalisons la fonderie. Mais l'argument de « faut pas que ce soit dans les mains de François Legault, puis tout ça, puis de bureaucrates de l'État », c'est un bon argument aussi. Mais c'est pour ça que nous, en tant que communistes, on fait pas juste de dire qu'il faut nationaliser, puis que ça devienne une entreprise publique qui va finir par fonctionner de toute façon comme une entreprise privée, une société d'État. Non, il faut aller plus loin que ça, en fait. Puis d'ailleurs, mais la solution aussi, c'est de mobiliser les travailleurs de la fonderie, les travailleurs de Rouyn-Noranda, dans un mouvement pour exiger la nationalisation
et que l'entreprise soit mise sous le contrôle des travailleurs eux-mêmes, en fait. Que ce ne soit pas dans les mains de bureaucrates à Québec ou à Montréal de gérer la fonderie, mais que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui contrôlent leurs conditions de travail, contrôlent les mesures de sécurité, appliquent les investissements pour rendre la fonderie plus moderne, moins polluante et tout ça. Donc, ça prend un mouvement qui part des travailleurs eux-mêmes. Puis s'il le faut, ben, que ce mouvement mène à une occupation d'usine, par exemple, pour exiger sa nationalisation, puis aussi démontrer dans la pratique que les travailleurs peuvent entièrement runner la place par eux-mêmes, en fait. Donc non, effectivement, on ne se satisferait pas d'une société d'État gérée comme une entreprise privée, mais non, il faut aller plus loin que ça, en fait, puis parler de soulever l'idée d'un contrôle ouvrier, en fait. Mais je pense que cet argument-là, il mène aussi à d'autres conséquences. Parce que si on dit « Ah non, mais on ne peut pas faire confiance au gouvernement de la CAQ pour gérer... » Ou à des bureaucrates d'État de gérer la fonderie Horn. OK, mais pourquoi est-ce qu'on fait confiance à ce monde-là pour gérer notre système de santé, pour gérer le système d'éducation, pour nous gouverner en général? C'est un très bon point. Moi, je suis d'accord que ces gens-là ne devraient pas gérer la fonderie Horn, que c'est des... On regarde leur gestion du système de santé, c'est ça. Puis fonctionnaires d'État. C'est des crosseurs qui travaillent pour les capitalistes, mais le point, c'est qu'on n'a pas, en ce moment, on n'a pas le contrôle sur une entreprise comme la fonderie Horn qui, par conséquent, se permet de détruire la santé des gens autour. Mais c'est comme ça dans chacune des entreprises. Chacune des entreprises est gérée par des capitalistes qui opèrent pour le profit. Puis les travailleurs n'ont pas leur mot à dire en ce moment sur comment l'économie est gérée. Puis le gouvernement, on n'y fait pas confiance non plus parce que c'est un gouvernement qui travaille pour les patrons, comme on le voit dans le cas de l'affaire Glencore. Et donc, le point, c'est que oui, la fonderie Horn devrait être nationalisée, placée sous le contrôle des travailleurs, mais c'est toute l'industrie, c'est toutes les entreprises qui devraient être placées sous le contrôle des travailleurs, puis gérées démocratiquement dans le cadre d'un plan, un plan socialiste de gestion de la production. Ouais, puis je pense que le point fondamental ici, c'est que les travailleurs obtiennent jamais rien sans lutte, en fait. Puis même dans un cas où le gouvernement décide de plier et de dire « OK, on va vous faire un chèque de 300 millions, on continue. » Dans 10, 15, 20 ans, il y aura peut-être une autre menace de fermeture, une vraie cette fois-ci. Et à ce moment-là, il va falloir lutter pour sauver les emplois. Puis il y a une question plus large, c'est avec la crise commerciale qui a fait le Canada particulièrement, beaucoup plus que pas mal d'autres pays, ben, il y a des menaces de fermeture d'usines partout. Il y en a eu déjà en Ontario, notamment dans le secteur automobile. Puis, il n'y a pas 10 000 façons de lutter contre ça. La collaboration avec les patrons a entièrement échoué. Les subventions ont complètement échoué. Stellantis s'en va, il y en a d'autres qui s'en vont. Ils réduisent les shifts, réduisent le nombre de travailleurs. Donc, on ne peut pas faire confiance aux patrons. C'est un point fondamental. Et c'est par la lutte directe, l'action directe, si on me permet l'expression, que les travailleurs peuvent obtenir ne serait-ce qu'une concession, en fait. C'est ça les méthodes qu'il faut mettre de l'avant. Pas juste dans le cas de la fonderie Horn, mais en général dans un contexte où malheureusement, il y en aura d'autres, en fait, des fermetures d'usines au Québec puis dans le reste du Canada. Donc, il faut remettre de l'avant cette perspective-là de grève, de lutte de classe, d'occupation pour exiger le maintien des emplois. Puis tu as raison, ça souligne, de mener cette lutte-là, souligne le fonctionnement du système capitaliste en général, puis pose des questions plus larges sur, pourquoi les vies de communautés comme Rouyn-Noranda dépendent d'un monsieur d'une compagnie suisse qui n'a rien à voir avec rien, qui engrange des milliards de dollars sur le dos de ses 150 000 employés partout dans le monde. Non, on devrait vivre dans une société différente. En fait par cette lutte-là, ça expose le système capitaliste, puis ça fait avancer la conscience de classe. Donc, non seulement c'est la meilleure façon d'obtenir des gains quelconques, de mener une lutte par les moyens d'action directe des travailleurs, mais ça permet aussi de souligner l'absurdité du système capitaliste. Puis aussi, l'affaire, c'est que c'est pas nous qui inventons ça, en fait. C'est des méthodes qu'on a vues plusieurs fois dans l'histoire de la lutte des classes au Québec et au Canada. Il y a le cas de l'occupation à Arvida, de l'usine d'Alcan à l'époque, en 2004, où l'usine avait été menacée de fermeture. Puis en riposte, les travailleurs avaient occupé l'usine, puis avaient commencé à la faire fonctionner eux-mêmes. Puis la production avait augmenté sous le contrôle direct des travailleurs. Puis si ma mémoire est bonne, ils avaient au moins obtenu que chaque travailleur aurait un autre emploi malgré la fermeture des cuves
de cette usine-là spécifique. Fait que bref, c'est par ces méthodes-là que tu peux obtenir quelque chose, tu laisses une tradition de lutte, et ça ouvre aussi la porte à même créer un mouvement plus large, en fait. Parce que dans un contexte où au Canada, on pourrait avoir des dizaines de fermetures d'usines, il suffit que quelqu'un montre l'exemple pour que ça déchaîne potentiellement un mouvement plus large. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est pas... on n'est pas les seuls... on est pour l'instant à peu près les seuls à dire ça, mais il commence à y avoir des balbutiements. Il y avait un dirigeant syndical dans une... Je me souviens plus dans quelle usine... C'était en Ontario, ça, je suis sûr, mais je ne sais pas laquelle. Une usine en Ontario, il y a quelques mois, qui est devant les mises à pied et les fermetures, a dit si vous nous mettez à pied, on va prendre l'usine. Il avait dit... on mettra le lien dans la description quand on va le trouver après, mais il disait si vous essayez de sortir ne serait-ce qu'une machine de l'usine, on va l'occuper, on laissera pas ça arriver. Ouais. C'est la bonne approche. Puis c'est pas... Puis je pense que sous la pression des événements, ce genre de choses-là va se produire. Pas nécessairement parce que le monde va avoir écouté ce podcast, mais parce que... C'est objectivement la façon de lutter. Ouais. Exactement. C'est quelque chose qui va venir à la conscience. Ça va être la prochaine étape qui va venir à la conscience de travailleurs dans les usines qui vont fermer dans la prochaine période. Ouais. Ouais, fait que le cas de la fonderie Horn, c'est pas terminé. Hein. C'est-à-dire... Il y a encore des négos. Glencore n'a pas répondu à l'ouverture, encore une fois, du gouvernement François Legault. Mais je pense que ça souligne déjà beaucoup de choses. C'est la cruauté, l'absurdité du système capitaliste, en fait, où les gens sont amenés à choisir entre des emplois puis pas respirer de l'air pollué. Puis on n'a pas... Puis en fait, une des leçons de ça, c'est qu'on n'a pas accepté les limites du système capitaliste. Puis cette prise d'otage-là par une grande multinationale, en fait. Ouais. C'est le système capitaliste qui nous force à choisir entre la santé puis des jobs, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une perspective radicalement différente, en fait. De cette perspective-là, des méthodes de lutte de classe, mais ultimement, de bâtir un mouvement, de bâtir une organisation qui met de l'avant la nécessité de renverser ce système-là. Puis d'arrêter de dépendre du bon vouloir de multinationales qui nous exploitent. Oui, ça nous mène à la nécessité de bâtir un parti révolutionnaire basé sur les idées communistes. Non, puis ça me rappelle aussi une anecdote sur l'occupation à Arvida en 2004, parce que j'avais lu beaucoup là-dessus pour écrire l'article, puis l'idée de l'occupation est juste venue de 2-3 travailleurs qui se sont dit « c'est la seule manière qu'on peut lutter ». Ils l'ont proposé à leurs 500 quelques collègues, puis c'est allé de l'avant, tu sais. Puis c'est aussi ça la perspective. Si on peut bâtir un parti communiste présent à Rouyn-Noranda, présent à Montréal, présent à Québec, où tu as des militants qui ont absorbé ces leçons-là du passé, absorbé les leçons de l'échec des subventions, qui peuvent expliquer avec confiance les problèmes du système capitaliste, ben, ces idées-là peuvent faire leur chemin. Fait que c'est ça que ça prend aussi. Et donc, s'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui sont d'accord avec ces idées-là, ben, joignez-vous au Parti communiste révolutionnaire pour répandre cette perspective-là dans le mouvement syndical, dans les écoles, dans vos quartiers, etc. Est-ce que c'est ça le mot de la fin? Oui? All right. Bon, ben, merci tout le monde. C'était bien le fun d'être de retour après une brève pause. On se revoit très bientôt pour un autre épisode de Parti pris.